Merci. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous nombreux pour cette rencontre avec Philippe Torreton, qui vient de publier aux éditions Robert Laffont ce magnifique roman, Une certaine raison de vivre. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous ici à Nancy et de nous faire le cadeau, la joie de nous lire quelques extraits de ce roman ce soir. Une certaine raison de vivre, c'est l'histoire de Jean Fournier, un homme revenu indemne du grand massacre de 14-18, indemne physiquement, mais broyé de l'intérieur. Alors après la guerre, il retrouve son emploi dans une banque au comptoir national d'escompte de Paris. Ce n'est pas trop compliqué et suffisamment répétitif pour m'aider à penser à autre chose. C'est ce que confie Jean dans votre roman. Penser à autre chose, c'est indispensable pour lui parce que la guerre ne le quitte plus. C'est une gueule cassée de l'intérieur, dites-vous. Oui, exactement. Il fait partie de ces nombreux soldats et après tous les conflits, de toute façon, quels qu'ils soient, quelle que soit l'ampleur des conflits, il y a des gens qui ont énormément de mal à retrouver un sens à leur vie et une raison de vivre et surtout une attention au premier degré de la vie. Et c'est ce que racontait aussi beaucoup de survivants des camps de concentration. Je me souviens d'avoir lu, je ne sais pas si vous avez lu, Charlotte Delbo, qui a écrit aux éditions de Minuit une trilogie qui raconte ça, notamment ce sentiment d'avoir un voile noir entre la réalité et vous, et que vous pouvez vous remarier, vous pouvez avoir un enfant et être sincèrement amoureuse, sincèrement inquiète du devenir de votre enfant, et en même temps, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas avec lui. Et ça m'avait frappé, ce sentiment-là, de cette distance, cette impossibilité à attraper la vie telle qu'elle est, et d'avoir toujours un recul. Et puis, voilà, comme toutes ces lectures qui vous frappent, surtout quand on a la chance d'écrire, comme moi, ça revient. Et je me suis dit, là, c'était l'occasion de raconter ça aussi. Donc, ce jeune Jean Fournier, qui pareil, dès la sortie de la guerre, il va lui arriver des choses incroyables. Il va rencontrer l'amour fou en la personne d'ailleurs, vous allez nous lire ce moment du coup de foudre dans quelques instants. Je veux bien, avec plaisir. Et le jouer même, carrément. Et donc, c'est la vie. Je voulais que les hasards de la vie le mettent dans une position enviable, de trouver la personne qu'il aime, d'être dans une position, alors je vais peut-être pas tout raconter, mais c'est la fille de son directeur. Donc tout d'un coup, il passe de petit archiviste qui travaillait au 6e étage sous les combles à gendre d'une des plus grosses fortunes de l'entre-deux-guerres. Avec tout ce que vous pouvez supposer d'exotisme pour lui de se retrouver dans des milieux comme ça. Mais il est incapable de saisir ça. Il est incapable de saisir cet amour. Même s'il l'aime, il lui dit, il en témoigne, mais il ne peut pas le vivre. Et c'est ça que j'ai essayé de décliner parallèlement à une rencontre qu'il a faite. N'en dites pas trop. D'accord. On va d'abord lire un extrait. Je vous fais confiance. Justement, quand Jean revient de la guerre, vous dites qu'il est dans une position enviable, mais avant même de rencontrer Alice, dans ce bureau, vous le dites, il est archiviste, il est plutôt discret, timide, et pourtant toutes les femmes le convoitent, et notamment Yvonne. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous lisiez un tout premier extrait. Ah mais oui. Justement, dans ce bureau des archives, avant même, c'est avec le petit numéro 1. Le petit numéro 1. Voilà. C'est de là à là, c'est ça? Ouais. J'écris mal, mon 2 ressemble à un 1. Ah, la honte. Bah oui, c'est pour ça, je me disais. D'accord. 5 ans de guerre, 2 bras et 2 jambes valides, une tête avenante épargnée par l'obus et la baïonnette, Jean était un miracle après tant d'années passées dans l'infanterie. Sa prestance, sa politesse, son statut de héros discret et timide faisaient de lui un jouvenceau que les demoiselles regardaient avec des prunelles affamées de filles de lendemain de guerre. On manquait d'hommes. La France mâle était boiteuse, aveugle ou défigurée. Une France de garçons foutus.
qui tenait l'épaule du copain, la tête en l'air, qui se traînaient en voiture à bras ridicules, qui cachaient leur laideur sous des pansements toujours suintants, qui toussaient des brumes de gaz en plein dîner. Une France d'hommes qui rebiquaient du menton devant les honneurs et pleuraient leur misère en cachette, qui hurlaient encore dans leur nuit barbelée, qui cognaient leurs mouflets jusque dans les bras de mer épouvantés, qui s'agrippaient à la boisson et tapaient du poing en tricolore pour clouer le bec au pays qui n'avait rien vu. À l'ombre des granites, les femmes se remariaient avec les frères des époux gravés. C'était la revanche des deuxièmes. Même les plus vilains trouvaient preneur. Dans les campagnes, une polygamie discrète s'installait. Certains villages n'ayant plus d'hommes, les pauvresses n'avaient pas le choix. Faute de grives, elles mangeaient tous les merles. Alors oui, dans ce défilé tragique, un garçon comme Jean relevait de l'aubaine, un miracle sur pattes, une occasion d'amour inespérée. Mais chaque sollicitation le brassait dans un pétrin infini. Et comble de malheur, ses bafouillis et ses yeux fuyants de timide empourpré ont augmenté considérablement son charme. Les demoiselles du comptoir avaient chaque jour ouvré dans leur périmètre un parti avantageux, libre et fragile. De la jeune fille à la maman, en passant par l'infirmière et la maîtresse, il y en avait pour tous les goûts dans cet oiseau-là. Jean laissa filer Yvonne, Jean laissait tout filer. Les sollicitations perpétuelles ne lui procuraient aucune joie, aucune étincelle de garçon attisé. Il les subissait, pauvrement. Une grande solitude l'avait envahi depuis toujours. Malgré les efforts de ses parents, la nature n'avait pas souhaité lui tresser un frère et une sœur. Il avait donc poussé seul, sans tristesse d'aucune sorte, mais sans stridence joyeuse non plus, préférant infiniment regarder et se taire à la frange du monde. Et ce jeune homme gracile avait été projeté dans la guerre. Et pour lui, vous l'écrivez, l'espoir est donc une langue morte. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à, c'est ce que vous racontiez il y a quelques instants, mais il n'arrive plus à se projeter, il n'arrive plus, malgré tout le bonheur qui l'entoure, à saisir comment est-ce qu'on fait pour être heureux, en fait. Absolument, oui. Et puis, de là va naître beaucoup de difficultés que je ne vais pas vous dévoiler, hein, si j'ai bien compris, parce que sinon, voilà, c'est moins drôle. Mais c'est un long chemin de résilience. Je fais un parallèle d'ailleurs avec cette rencontre dont je voulais vous parler tout à l'heure, qu'il fait juste avant-guerre, en 1913. Et vous comprendrez ma source d'inspiration quand je vais vous dire ça. Il aimait se promener, il vient de la Drôme, enfin plus précisément de Manosque, etc. Et il aimait se promener sur ces hauteurs déboisées, venteuses, grises, de pierre, de thym, de serpolets, comme ça, mais sans arbres. Et il y rencontre un berger en 1913. Et c'est ce que raconte Jean Giono dans L'homme qui plantait des arbres. Et je suis parti de cette nouvelle qui depuis que je l'ai lue il y a 20 ans, ne m'a pas quitté. Et j'ai toujours rêvé d'en faire quelque chose. Et évidemment, on pense à un scénario, on pense à une adaptation, oui, pour le cinéma. Et puis, et j'ai assez vite compris que ce serait un film compliqué à monter dans les temps qui courent. Donc, et je me suis dit, en fait, plutôt que d'adapter cette nouvelle, et si j'adaptais ce pourquoi j'aime cette nouvelle, et ce pourquoi on l'aime, en fait, cette nouvelle, qu'est-ce qui, en nous, souhaiterait rencontrer un tel berger qui, tous les jours de sa vie, plante une centaine de chênes jusqu'à en arriver à transformer une région complète, à refaire couler l'eau là où l'eau s'était arrêtée, à reconstruire des villages qui ont été abandonnés par les hommes qui fuyaient le manque de travail et le manque de subsistance dans les campagnes pour aller en ville. Et bien cet homme simple, dont Giono dit qu'il a accompli l'œuvre de Dieu, fait revenir tout le monde, reconstruit les écoles, les églises, les maisons, parce que l'eau coule. Et on aimerait tous soit être ce berger ou le rencontrer, ce berger, ou qu'il y en ait des milliers de bergers comme ça sur la planète. Et j'ai voulu adapter finalement cet élan qui nous pousse à aimer ça, à vouloir ça, à espérer ça. Et ce qui vous a autorisé à le raconter aussi, c'est d'apprendre
que le jeu que Giono emploie dans cette nouvelle était de l'ordre de la fiction. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où vous avez dit, à partir du moment où ce jeu est un narrateur fictif, je peux inventer l'histoire de ce jeu, je peux partir à la recherche de ce jeu. C'est un jeu sur le jeu, voilà. Et c'est vrai, j'ai appris beaucoup plus tard, après avoir lu pour la première fois cette nouvelle, qu'effectivement c'était une fiction. Et Jean Giono avait été obligé de le reconnaître puisqu'il recevait énormément de courriers de gens qui cherchaient les traces de cet Elzéar Bouffier, qui est le nom du berger, puisque Giono décrivait très précisément ces hauteurs, on pouvait les situer géographiquement sur une carte, donc beaucoup de gens espéraient à l'époque retrouver des traces, et il a été obligé de reconnaître à son corps défendant, mais que c'était une fiction. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, oui, donc ce narrateur est possiblement quelqu'un d'autre que Giono. Et je me suis dit, je vais l'appeler Jean Fournier, et je vais raconter la vie de ce Jean Fournier. Un Jean Fournier qui a des points communs avec Jean Giono, comme lui, il aime Virgile, ce n'est pas le seul point commun. Non, comme lui, il a fait la guerre, toute la guerre, de 14 à un peu plus de 18, parce qu'ils ont été démobilisés assez tard. Et comme lui, il va haïr la guerre, il va essayer de la mettre derrière lui, si tant est que ce soit tout à fait possible. Et comme lui, il travaille dans une banque pour gagner sa vie. Sauf que Giono, c'était à Manosque, et moi, je l'ai mis à Paris, au comptoir national d'escompte. Mais à partir de là, voilà, tout diverge. Mais oui, il y a quelques points communs comme ça. Et le prénom. Vous avez parlé de ce berger, c'est avec celui-ci que débute votre roman, puisque nous sommes en 1947, et Jean apprend la mort de ce berger. Il est appelé par l'hospice où il vient de mourir. Et j'aimerais que vous nous lisiez justement 2 extraits qui concernent ce berger. Le tout premier, c'est justement ce moment où Jean est appelé par l'hospice. Il est à l'hôtel, une fois après avoir été récupéré les affaires de ce berger dans l'hospice. Il est à l'hôtel, il regarde par la fenêtre et il essaye d'écrire. C'est l'extrait numéro 4. Toutes ces forêts étaient le fait du berger. Et ils n'étaient pas nombreux à le savoir, une poignée d'êtres humains. Le ruissellement d'arbres depuis les reliefs les plus reculés était son œuvre. Non, pas son œuvre, pensa-t-il. Il n'y a pas d'œuvre là-dedans. Juste du bon sens et du courage. Une ténacité farouche, accrochée aux mains quand la tête rechigne et aux muscles de la mâchoire. Et aux muscles de la mâchoire lorsque les mains et le dos n'en peuvent plus. Jamais la conscience d'une œuvre à faire n'aurait pu accoucher d'un tel chamboulement. L'estime de soi l'aurait stoppé prématurément, songea-t-il. Quelque chose avait animé Elzéar Bouffier, et ce quelque chose avait peu de rapport avec la conscience humaine d'un projet à mener à bien. Cet homme simple avait su sans doute, sans le vouloir, caler son rythme sur celui de la nature. Et la nature n'a aucune intention. Elle pousse, elle tire, craque et souffle, inonde de pluie ou de soleil, sans projet. Toutes les existences qui la composent subissent cette grande mâchoire en une destinée étroitement imbriquée. Cet homme avait su devenir un rouage de cette pétrisseuse, un simple rouage, comme le vent ou la pluie, comme si la nature avait ajouté une corde à son grand arc en la simple personne d'Elzéar. Jean n'avait pas encore écrit le moindre mot, mais attablé à son poste d'observation, les doigts occupés à presser les miettes et les porter lentement à sa bouche au rythme des pensées qui l'envahissaient, les yeux abandonnés aux souvenirs, il songea qu'il pourrait rester comme ça toute la nuit, cette nuit qui étendait maintenant son aile d'ombre sur les hauteurs. Jean était le seul témoin direct d'un homme exceptionnel. Exceptionnel. Le mot lui plut, il le coucha sur le papier. Et j'aimerais que vous nous lisiez un autre extrait, puisque c'est tellement agréable de vous écouter comme ça, lire vos mots. C'est l'extrait 4 bis, justement, où il est également question du berger. Nous sommes cette fois-là en 1922, et c'est un moment où, justement, comme vous le racontiez, Jean ressent le besoin de retourner sur ce pas, de se promener au milieu de ces arbres. Un hiver était passé. Au beau jour de cette année nouvelle, Jean s'était rendu sur ces hauteurs d'avant-guerre, sans projet précis,
Ce n'était qu'une fois sur place qu'il avait eu l'envie de retrouver le berger planteur d'arbres, de respirer du caillou et du buisson, de partir loin quelques jours, de revoir ses paysages d'enfance pour tenter de renouer un peu avec celui qu'il était, de voir le monde avec des yeux sans guerre dedans et des souliers qui ne s'étaient qu'encore jamais enfoncés dans des poitrails humains décomposés. La dernière fois qu'il s'était vu vivant, c'était là-haut. Il devait bien en rester là-bas quelque chose de cet être-là. Peut-être reviendrait-il comme ça d'un coup, avec le désir de vivre sa vie comme tout le monde et de mettre pour de bon un terme à cette reculade permanente. Peut-être, placer ses pas dans ceux d'hier, remettrait-il son cœur et son cerveau dans le bon sens. Il en avait déjà eu la prescience en 1920, lorsqu'il y était retourné seul quelques semaines avant de rencontrer Alice. Il avait donc emprunté les mêmes sentiers en partant de Banon, qui n'avaient pas changé, un chemin durant lequel le berger lui était revenu. Lui seul avait vu ce Jean maintenant disparu. Je continue ? Ah oui, je continue. Il n'était plus berger. Il avait revendu ses brebis. Elles avaient une fâcheuse tendance à brouter ses jeunes plants. Alors il s'était mis aux abeilles. Elzéar avait construit un second abri plus haut, car les plantations quotidiennes, en une dizaine d'années, l'obligeaient à de trop longues marches. Le même silence l'habitait, mais cette fois, le visiteur le partageait sans crainte ni impatience. Jean lui avait laissé un livre. Il ne lui avait pas donné, mais laissé. Celui qu'Alice avait fait imprimer. Il avait pensé qu'il était à sa place, ici, et seulement ici, dans une cabane perdue, avec un lecteur qui ne le lirait peut-être jamais. Là-bas, à Paris, le recueil agissait comme du poison. Coutre sans bœuf, ni terre à fendre, et tomber dessus régulièrement lui rappelait trop ses atermoiements. Le paysage avait considérablement changé. Les arbres d'avant-guerre ne craignaient plus le chevrotin affamé. Une espèce de brou vert recouvrait les étendues, le gris cédait du terrain. Ils avaient arpenté de concert, touché des troncs solides. À certains endroits, leurs pas se perdaient dans de véritables forêts. Dans les combes s'épanouissaient des bouleaux argentés, et toute une société de hêtres, comme des entiers impatients, défiait déjà le battage des rafales. L'eau revenait, des rues à sec laissaient couler une transparence glacée. Un peuple d'animaux réapparaissait en éclaireur des hommes, hommes qui ne manqueraient pas de ressurgir un jour ou l'autre. Jean s'en inquiétait, mais gardait ses craintes pour lui. Ce n'était pas l'affaire du berger. Il ne savait à rien de lui poser la question. Et puis, il y eut un crépuscule. Alors qu'il était seul, assis par terre, les yeux plantés dans le vide, son corps s'était mis à pleurer avant ses yeux. De sa bouche sortirent des gémissements ingouvernables. Ses jambes s'étaient pliées et dépliées sans raison. Ses pieds avaient raclé le sol, dans le même temps que sa tête avait chaviré. Et au bout d'un long moment, des larmes étaient remontées par giclées. Il avait dû s'écrouler sans force et s'endormir comme une bête malheureuse. Au petit matin, il s'était retrouvé au même endroit, mais avec une couvrante de laine rêche sur le corps. Il s'était quitté sans au revoir ni merci, sans se serrer la main non plus. Mais Jean avait la ferme intention de ne pas laisser filer une année sans revenir. Il était pressé maintenant de revoir Alice. Dans cet extrait, on entend que le berger a un recueil qui a été réalisé par Alice, que Jean lui a donné ce livre. Dans le texte, on découvre les poésies de Jean. Il écrit de la poésie, il écrit du théâtre. En tant qu'écrivain, quel est l'enjeu de faire écrire son personnage ? Parce qu'il y a deux niveaux d'écriture. Il y a à la fois ce Jean que vous racontez, mais aussi d'imaginer sa façon d'écrire. Comment est-ce que lui, il décrit la guerre ? Oui, j'aimais bien avoir cette franchise-là, parce que c'est facile quand on est auteur de dire mon personnage écrit un livre formidable. Voilà. Mais c'est plus difficile de l'écrire, ce livre formidable, en tout cas de faire en sorte que le lecteur ait une idée juste de ce qu'il écrit. Et alors moi, ce qui m'arrangeait, c'est qu'il a du mal à convaincre le milieu de l'édition parisien de se faire éditer. Il écrit un peu à contre-courant.
Et puis il a cette monomanie de vouloir... il écrit beaucoup de monologues de soldats qui meurent. Voilà. Et il donne une voix et des mots à tous ces gens qu'il a vus mourir, qui n'avaient personne, pas une main, pas une main maman, pas une main infirmière, pas une main curé, pas une main de copain. Et il se targue il s'impose cette mission-là de donner des mots à tous ces gens-là. Et parallèlement, il écrit une poésie, mais une poésie un peu sauvage, un peu débridée. Et je trouvais ça plus franc vis-à-vis des lecteurs que vous êtes, de vous en faire part de ce qu'il écrit, pour que vous-même, vous puissiez juger si effectivement, si c'est bien ou pas bien, si ça correspondait au style de l'époque ou pas. Puis je crois surtout, enfin, sinon j'écrirais pas, mais c'est que c'est révélateur de soi d'écrire, même dans une fiction. Tout livre est une biographie déguisée. Et donc, même une recette de cuisine, quand on y pense. Mais oui, c'est vrai. Et on ne fait que parler de soi, en fait. On n'échappe pas à ça. Et je trouvais que, comme je crois avoir une écriture à hauteur de personnage, je ne me sens pas au-dessus de mes personnages. Je les regarde vivre, je suis témoin d'eux avant vous, et je l'écris, et je vous en fais part. Mais je ne me sens pas comme un manipulateur de marionnettes. J'aime pas ça. J'aime bien être avec eux dans ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de descriptions. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais me parlait de mon personnage, Alice, et me l'a présenté, et me la décrivait. Et je me suis aperçu qu'en fait, je ne sais même pas si elle est blonde, brune, grande, petite. Ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est à vous de vous l'imaginer, cette Alice et ce Jean. Et je pense qu'on se définit beaucoup par ce qu'on fait, par ce qu'on dit. Et c'est votre imaginaire qui va faire de Jean une silhouette. Mais c'est pas à moi de vous l'imposer, en fait. C'est pas à moi je trouve que c'est plus poli de vous laisser libre, de vous inventer une silhouette, un costume, une chevelure, un parfum. Alors, le parfum est noté à un moment donné, Rose Jacomino, mais c'est tout. Et c'est comme au théâtre, en fait. C'est un moyen de vivre plus intensément l'histoire également. C'est-à-dire qu'on l'a un petit peu entendu, les questions de la guerre, de souffrance, d'amour, énormément, on va en parler de cette relation parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et tout est très intense et en même temps très, très retenu. C'est-à-dire que c'est un sentiment, en tout cas moi, à la lecture, c'était comme si beaucoup d'émotions brûlaient à l'intérieur, justement parce que je m'appropriais finalement cette histoire. En tout cas, je vivais moi aussi avec les personnages, sans doute parce que vous m'aviez laissé la liberté de les imaginer tels que moi j'avais besoin de les imaginer. Je crois, ouais. Oui, ça me paraît important de pas écrire, c'est pas diriger une conscience. C'est ni celle de ces personnages d'ailleurs, ni celle du lecteur. Et je crois beaucoup à... Bien sûr, on jette les bases d'une histoire et on impose des choses au début. Mais après, les personnages, s'ils sont bien faits, ils ont une logique. Vous ne pouvez pas leur faire dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas leur faire subir n'importe quoi. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas logiques, vu ce qu'ils ont vécu, vu ce qu'ils se sont dit, etc. Donc, d'une façon, même si on continue à construire le récit, mais on le construit avec des gens qui vous imposent quelque chose. Et ça m'a surpris. C'était la première fois de ma vie que j'écrivais un roman qui n'était absolument pas basé sur une biographie familiale ou autre. Et ça m'a étonné. Et au point que mon éditeur ici présent peut en témoigner, quand j'ai rendu mon livre, je me sentais très triste de les quitter, en fait. Alors que normalement, quand on est fini d'un livre, on est joyeux, on est content, on a réussi. Et là, c'était l'inverse. J'avais presque pas envie de les laisser. J'avais envie de continuer. Il me manque, en fait. J'aime bien ce genre. J'aime bien. Pardon pour ce moment mais je les aime bien. J'aime bien le père d'Alice aussi. J'aime bien. Émile aussi. Enfin, j'aime bien ces personnages-là. J'aime bien leur vie. Parce qu'il est.
Vous dites qu'on parle de soi quand on écrit un roman. À un moment, Jean s'échappe de la salle de théâtre où des comédiens sont en train de répéter la pièce qu'il a écrite et il laisse ce mot aux comédiens. Merci, merci, merci. Vous êtes de drôles d'oiseaux, les comédiens. Si vous saviez comme je vous envie, la prochaine fois, je ne faillirai pas. Amicalement, Jean. Jean admire les comédiens. Jean admire Bastien, qui est un des comédiens qui joue ces mots, qui dit ces mots. Il admire ce courage de faire, d'oser faire, de se lancer sans être sûr. Et là, en lisant ces mots, on pense un peu également à vous, en se disant que malgré tout, c'est un écrivain qui joue également, qui écrit ces mots. Oui, je crois, oui, c'est vrai. Comment dire ça? Mais le théâtre me fait toujours trembler des genoux, mais j'ai toujours peur, en fait. Mais qu'est-ce que j'aime cette peur-là, et qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait. Le théâtre, l'oralité du théâtre m'a permis d'écrire, par exemple. Si mon professeur de français de 5e était là, il en témoignerait de mes notes catastrophiques. Et ça m'a décomplexé. En fait, quand vous dites les mots d'un autre sur scène, vous êtes sûr de ces mots-là. Moi, j'étais sûr des mots de Molière. On peut lui faire confiance. Donc, on sait que c'est beau, que c'est bien dit. Donc, on peut parler. Et du coup, on récupère un peu d'estime de soi grâce à l'oralité, grâce aux mots des autres. Et à force de grappiller comme ça, un peu de récupération d'estime de soi, on finit par coucher ses propres mots sur le papier. Et en fait, j'ai commencé à écrire l'année où j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'aimais bien raconter à travers Jean ce choc-là entre lui qui n'arrive pas à dire les mots, il les écrit, mais il n'arrive pas à vivre, il n'arrive pas à exprimer ce qui le hante, à le verbaliser réellement. Et ces êtres, ces drôles d'oiseaux, Molière disait ces drôles d'animaux, ouais, et qui osent monter sur scène, parler à d'autres, et s'investir comme ça, et ressentir des choses. C'est le sublime monologue d'Hamlet après le passage des comédiens où il s'en veut, lui, de ne pas agir, de ne pas ressentir quelque chose, alors que ce comédien prend un texte et alors qu'il est très loin de ce personnage, nous fait croire qu'il est habité par ces sentiments-là. Et il se compare à un Jean de la Lune, incapable de bouger, etc. Et j'adore ce qu'écrit Shakespeare sur l'art théâtral pour ça. Nous venons au théâtre, et je dis nous parce que c'est les acteurs compris, c'est pas que les spectateurs. Nous venons dans les théâtres pour nous regarder, pour nous comprendre, pour nous apprécier, pour nous identifier. Et j'ai voulu témoigner de cette quête-là aussi à travers ce metteur en scène qui commence à monter dans de l'entre-deux-guerres et qui a une troupe d'acteurs, et il va proposer ces textes à ces acteurs qui ne veulent pas en entendre parler parce que les jeunes de l'entre-deux-guerres ne voulaient plus entendre parler de la guerre. Donc ils étaient tournés vers autre chose, d'où le surréalisme et tout ça. Et les auteurs à la mode, dans le milieu théâtral, c'était plutôt Claudel. Donc lui arrive avec ses textes morbides de gens qui meurent. Et évidemment, ça ne plaît pas à ces comédiens, sauf deux, Charlotte et Bastien. Et après, je vous laisse deviner la suite. Puisqu'on parle d'écriture, vous aimez dire que la littérature est tout sauf l'art de trouver le mot juste. Mais oui, je le crois. Je crois que ce qui fait la beauté d'une phrase, c'est le grincement des mots. Et s'il y a grincement, c'est que il s'emboîtait pas. C'était pas celui-là. C'était pas le mot juste. Et c'est le mot injuste qu'il faut trouver. La poésie, c'est ça. C'est comment dire. Si vous décrivez la beauté d'un jardin, d'un sentiment, avec les mots qu'il faut, je pense que vous ferez le poème le plus chiant du monde. Mais tout d'un coup, si vous dites « Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut », ça devient magique. Ça devient plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres. C'est étrange, tous ces mots. Ça ne va pas ensemble. Pomme, sûre. Et c'est magnifique.
et ainsi de suite. C'est des mots qui ne sont pas habituels ou et qui en se mariant là, le temps d'une fulgurance, crée le sens poétique. Et je crois que la littérature, c'est ça. C'est d'aller chercher autre chose. Bien sûr, pour décrire ce sentiment, il faudrait que j'utilise ce mot-là. Le mot juste, la définition du dictionnaire, c'est ça. Sauf que si on écrit ça, c'est chiant. On s'ennuie, je bâille. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot différent? Et si on s'aventurait dans la métaphore, et si on faisait résonner les choses un peu autrement? Et c'est ça qui donne la pertinence et le sens de ce qu'on veut écrire. Je le crois vraiment. C'est ces handicaps qu'on se crée. Sinon c'est informatif. On aime les décalages, de toute façon. On aime le guingois. C'est ça qu'il faut chercher, je trouve, en littérature. Mais un guingois qui, au moment où vous le lisez, ne vous apparaît pas comme du guingois. Ça vous crée un choc d'écriture. Et c'est ce que j'aimais chez Brel, par exemple. Tout d'un coup, il dit « se racrapoter ». J'adore ça. Shakespeare a augmenté la langue anglaise des 2/3. Avant Shakespeare, il y avait 2/3 de mots en moins. C'est incroyable. Et après Shakespeare, il y en avait 2/3 en plus. Ce qu'il a apporté, c'est démentiel. Un auteur de théâtre qui augmente une langue en volume et en beauté. Moi, ça m'enchante, ça fait mon bonheur d'entendre ça. Et je trouve que chaque auteur qu'on aime, enfin, c'est ça, ce sont des augmenteurs de langue, de puissance de la langue. Rimbaud a augmenté la langue française, pas en volume, il n'avait pas eu le temps, mais en éclatement de sens, oui, vraiment. Et j'aime bien aller retrouver aussi les mots. J'estime qu'une langue, par exemple, elle est vivante parce qu'elle intègre des mots nouveaux, ça c'est sûr, mais parce qu'elle est aussi capable de recycler les mots anciens, aussi. Soit de les recycler, soit de les réveiller. Et il y a des mots qui marchent toujours. Il faut juste mettre un peu une petite burette d'huile ou souffler dessus, et ça refonctionne. Ouais. Et bon, c'est une approche un peu économie circulaire de la langue française, mais j'y crois à ça. Et c'est tellement jouissif d'aller chercher ces mots-là, dans le langage aussi des métiers. Je trouve qu'il y a toute une biodiversité de la langue qui se perd, parce que des métiers se perdent. Et moi, d'aller chercher des mots des bergers de Provence, d'aller chercher des mots des poilus, le langage des poilus, c'était extraordinaire. D'appeler une mitrailleuse le moulin à café, c'est drôle et terriblement pathétique. Le cercueil, une boîte de dominos, etc. Enfin, il y avait tellement d'expressions magnifiques. Et je trouve que c'est aussi rendre hommage à ces gens-là, à ces métiers, à cette France-là, de faire remonter ce qui mérite de l'être, enfin ce qui vous apparaît utile au moment où vous les utilisez, et de recycler ça. J'aime faire ce travail-là. Et là, c'était l'occasion. Et comment est-ce que vous avez justement travaillé votre langue? À la fin du roman, dans les remerciements, vous remerciez votre mère en disant « Merci à ma mère qui écoutait chaque jour au téléphone mes pages encore chaudes ». C'est en les lisant à haute voix, justement, que vous vous rendiez compte si justement c'était bien, il y avait bien ce petit grincement, il y avait bien ce petit pas de côté qui faisait que la langue était riche. Ah bah oui, quand je l'entendais renifler, c'est que l'émotion était là. Donc ça. Et puis comme on ne pouvait pas se voir à cause du confinement, donc je lui faisais part de mes avancées quotidiennes. Et c'est vrai que de toute façon, confinement ou pas,
pour moi, c'est l'oralité qui valide l'écrit et pas l'inverse, en fait. Si une phrase sonne à l'oral, c'est là que je m'aperçois s'il y a des répétitions, s'il y a un problème d'articulation, du séquençage de la phrase. Et bon, puis voilà, moi, c'est mon métier de comédien qui m'oblige à passer par l'oral. Et puis, il y a cette vieille peur d'enfance de montrer mes fautes. Voilà. Et je ne veux pas être jugé par mes fautes. Donc, si je donne une feuille à lire, la personne va dire... Il n'y a pas un S, là, c'est un S ou un... T'as un problème avec les participes passés, non? Et si, avec les participes passés. Mais, c'est à ce moment-là qu'on fait témoigner l'éditeur? Non, finalement, non. Ouais. Mais merci aux correcteurs et correctrices qui ont fait un boulot. Je me tourne par là, mais elles ne sont pas là. Hein. Mais oui, mais je progresse. Je peux petit à petit. Je vous l'ai promis tout à l'heure, j'aimerais que vous nous lisiez la rencontre justement avec Alice. On est en 1922 et donc à l'occasion d'une cérémonie organisée par le directeur de la banque, M. Rostin, Jean rencontre la fille unique de celui-ci. C'est l'inauguration d'un nouvel ascenseur. Donc c'est génial, il y a une tombola, tirage au sort. Alice et Jean ont les tickets gagnants et se retrouvent donc propulsés dans la cabine. Et là, c'est le coup de foudre. Le retour de l'ascenseur se fit attendre. Monsieur et Madame Rostin s'impatientaient devant ce numéro 6 qui n'en finissait pas de resplendir sur la plaque de laiton. Monsieur Sapinet, qui tel un Saint-Hubert avait flairé bien avant tout le monde l'impatience de son maître, s'était rapproché, le visage et le cou tendus, signifiant par là qu'il était opérationnel pour n'importe quel ordre. Madame Rostin finit par concéder à son flegme aristocratique un « ils en mettent du temps », contenant infiniment plus de mots que les lois de l'algèbre ne le laissaient supposer. Monsieur Rostin, acculé, finit par demander au technicien, sur un ton faussement détaché, s'il n'était pas bloqué. Celui-ci hésita à s'autoriser le moindre parfum d'ironie dans la réponse, mais prudent fit simplement observer à monsieur que la redescente était assujettie à la pression du doigt sur le bouton indiquant « rez-de-chaussée ». La main furibarde de madame s'exécuta et la machinerie redémarra en un cliquetis parfait de mécanismes flambant neufs. Lorsque la cabine arriva, un silence se fit, un de ces silences qui précèdent les coups du sort inéluctables créés par une sorte d'instinct collectif de l'impondérable. Or, la foule se trompait rarement dans ce genre de circonstances. De fait, l'ascenseur était vide. Alice et Jean avaient disparu. Je continue? Un tout petit peu. Ah oui, d'accord. Elle avait voulu voir son bureau. Ce mot qui désignait un bout de couloir sombre l'avait fait rire. Elle avait insisté, pris sa main pour qu'il l'y conduise. Et c'était une fois dans son antre qu'ils s'étaient embrassés. Il avait aimé ce baiser, autant subi que donné. Une fois leurs lèvres séparées, il était resté interdit, les yeux intenses, vissés sur elle. Alice l'avait regardée, souriante, aimable, follement belle, puis son sourire s'était évaporé. Un grand calme se laissait voir sur son visage. « Ce sera toi, alors ?» Jean aurait voulu crier quelque chose, mais rien n'était sorti. Derrière son masque de joli garçon affolé, une guerre continuait. Une guerre sans armistice, sans clairon final. Seules quelques gouttes de grosses larmes avaient afflué au bord de ses yeux. La bouche fermée, presque pincée, il avait fait un petit mouvement du menton qui pouvait laisser penser qu'il était d'accord. « Ne dis rien. Je sais que c'est toi. » Elle l'avait pris dans ses bras et serré très fort, comme un enfant que l'on vient de sauver d'un terrible malheur. Elle l'avait entendu gémir dans son cou et senti ses larmes couler sur sa peau. En plus, il avait pleuré. Et plus il avait pleuré, et plus elle l'avait serré. « Ne pense pas de moi que je suis folle. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Viens, nous avons quelques petits détails à régler en bas. » Et c'est le début d'un amour fou parce que votre roman est un roman d'amour également. Alice et Jean vont s'aimer comme rarement on peut s'aimer. Et d'ailleurs, j'avais lu votre roman cet été. Quand j'ai préparé cette rencontre, je l'ai repris et j'avais simplement noté, griffonné à la fin, c'est un livre qui donne envie d'aimer. C'était les mots qui m'étaient venus à la fin de la lecture. Bah, ça me fait plaisir ce que vous dites. Alors là,
Si j'avais pu espérer entendre quelque chose comme ça. Oui, j'espère. Moi, je les ai aimés, ces gens-là. J'ai aimé leur amour. Je l'ai envié, cet amour-là. Cette fidélité, même dans des circonstances terribles. Même de commencer en se mariant, de se séparer, devenir amant et maîtresse après s'être marié. Je trouvais ça séduisant, en fait. Et se retrouver. Et se faire confiance. Moi, j'aime la certitude d'Alice, qu'elle a très vite que c'est lui, et que c'est comme ça, et que s'il faut attendre longtemps, on attendra longtemps, mais c'est toi. Et j'aime ça. Donc, que dire d'autre? Elle veut le sauver, et elle va se rendre compte que finalement, même si elle est sûre d'elle, ça va être plus compliqué que ce qu'elle imaginait. Oui, bien sûr. Elle pense que c'est le syndrome un peu de... Je crois que c'est dans la pièce de Tchekhov. Tout m'échappe. Le titre, le nom du personnage. Ah merde. C'est un chef-d'œuvre absolu. Il finit la pièce en se suicidant. Il n'y a pas un spécialiste de Tchekhov dans la salle? Non, alors c'est pas Platonov, c'est l'autre justement, c'est Ivanov, merci. Et donc le personnage c'est Nina, je crois, qui est persuadée que son amour a suffisamment de force pour le tirer de son marasme. Et là, au début, elle est un peu comme ça, voilà. Et elle ne prête pas attention à ce qu'il est, et puis finalement, elle s'aperçoit que c'est plus profond, plus ancré, plus terrible. Et puis il va se passer une catastrophe que je vous laisse découvrir dans le roman. Faut pas tout dire. Ben non. Et puis cette catastrophe va entraîner une séparation, mais c'est pas une vraie séparation. Voilà. Et l'amour est toujours là. Oui, mais oui. Toujours. Mais je sais pas comment ne pas être cucu la praline, mais le roman ne l'est jamais. Non, mais j'aime les gens en fait. C'est là où je voulais en venir. C'est une qualité. C'est que non, mais j'aime. Enfin, je vois pas comment on peut être comédien sans aimer les gens, puisque j'en ai tous les soirs 800 devant moi. Donc je crois qu'on trouve sa place sur scène quand on sait ce qu'on veut dire aux gens à travers les mots des autres. Mais quand on aime ce rapport-là. Moi, mon métier, j'ai envie souvent de le résumer à une petite image comme ça, qui serait un petit personnage qui arrive sur une grande scène vide devant une foule comme ça, et qui dirait dans un petit ray de lumière, ça pourrait être un dessin de Sampé d'ailleurs, qui dirait « j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ». Pour moi, tout le métier est résumé comme ça. Le reste, c'est périphérique et c'est anecdotique. L'âme de ce métier, c'est l'envie de dire quelque chose à quelqu'un. C'est pas juste une envie de dire. Et donc, c'est empathique, oui. J'aime les gens, j'aime les observer. Et votre amour des gens se ressent aussi dans votre description des parents, à la fois de Jean, mais aussi d'Alice, puisque, alors qu'a priori, on pourrait plutôt soit en rire, soit être un petit peu contre eux dans un premier temps, jamais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie. Il y a quand ces parents se retrouvent au moment du mariage, où finalement ils se disent ils sont tellement éloignés, puisque d'un côté on est avec des gens très riches, de l'autre côté avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et finalement ils se retrouvent dans un même élan, puisque finalement tous les deux sont en train de perdre leurs enfants, puisque leurs enfants sont tombés amoureux, donc ils vont les quitter. Oui, exactement. Il y avait un parallèle qui était séduisant à faire. C'est les parents de Jean qui ont tremblé pendant toute la guerre. Il était dans l'infanterie comme Jean Giono. Et donc, des parents qui savent leur fils dans cette boucherie, ils s'attendent plus à ce qu'il ne revienne jamais. Et là, finalement, ils disent que ce que la guerre n'a pas réussi à faire, la grande bourgeoisie parisienne va le réussir. C'est-à-dire qu'ils vont nous voler notre fils. Il est plus de notre monde. Et de la même façon, finalement, Monsieur Rostin perd sa fille. Enfin, c'est sa fille unique. Et donc, il y avait une solidarité d'abandonner sur le bas-côté de la route. Et
Bon, puis monsieur Rostin vient de Marseille, donc il retrouve un peu le sud avec les parents de Jean. Et puis ça s'est très bien passé. Enfin, il a su trouver les mots, il a su les présenter aux quelques invités, parce que la mère d'Alice n'a pas voulu inviter le tout Paris qui chante et qui rit, parce qu'elle avait honte de ce mariage. Donc quelques proches. Et voilà. Mais j'aime bien donner une chance aux gens aussi. Je pense que les gens peuvent se rattraper. On peut être con à un moment donné de sa vie et comprendre. On peut piger les choses, on peut s'augmenter. On peut faire l'inverse aussi, malheureusement, mais j'ai plutôt tendance à préférer être optimiste de ce point de vue-là, qu'on tend vers quelque chose de mieux quand même, qu'on apprend. Sinon, c'est désespéré. Et j'aime bien le prouver en écrivant, parce que c'était ce qui m'a poussé à écrire mon livre Mémé aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est... Souvent, on parle des milieux populaires sous l'angle du fait divers, sous l'angle de la misère, sous l'angle des coups, de la boisson, de l'inceste. Et beaucoup d'auteurs font leur gras de ça. Et or, ma grand-mère, rien de tout ça. Mais il y a de la noblesse dans cette vie-là. Dans les vies de nos grands-parents, on a tous quelqu'un qu'on a admiré, et c'est une vie de rien. Un métier, posséder son métier, vivre courageusement, donner une éducation à ses enfants, être présent avec ses petits-enfants. Ben voilà, il ne se passe rien. Pas de quoi en faire un roman. Eh ben si, faisons-le. Si, faisons-le, écrivons sur eux, montrez-leur, montrons-leur qu'il y a de la noblesse partout. La noblesse n'appartient pas aux grands personnages, aux puissants, je trouve. Voilà. Et mon livre en témoigne aussi, je pense. Voilà, c'est... Même Madame Rostin va trouver vers la fin. Bon, mais quand même. Elle met du temps. Elle met du temps. Quand même. Bah oui, noblesse d'empire et tout, elle part de plus loin. Elle avait un handicap. Avant de vous laisser la parole pour poser quelques questions à Philippe Torreton, j'aimerais que vous nous lisiez un tout dernier extrait. On va essayer de ne pas pleurer. C'est l'extrait numéro 3. C'est Alice et Jean qui sont au théâtre avec Émile, dont vous avez parlé tout à l'heure très rapidement, qui est un ami rencontré pendant la guerre. Nous sommes en 1921. Oui, Émile, comme il dit, c'est la seule chose bonne qu'il ait ramenée de la guerre. Et un garçon, malheureusement, qui lui a subi dans sa chair, mais qui, contrairement à Jean, a un moral en acier trempé et joyeux, il prend tout bien, alors que Jean est indemne et il ne s'en sort pas. C'était ce paradoxe-là que j'aimais bien. Dans la loge familiale du théâtre des Champs-Élysées, les yeux d'Émile brillaient. La valse, déformée par la Grande Guerre de Ravel, le fascinait. Accoudé sur la rambarde tapissée de velours, la tête posée sur ses avant-bras, il se laissait aspirer par la musique comme un naufragé heureux. Alice semblait vouloir attraper les notes pour les poser sur son ventre, en de curieux mouvements de bras, se terminant par des mains retombant doucement sur sa rondeur. Seul Jean paraissait subir le concert. Il gigotait sur sa chaise, aucune position ne le satisfaisait plus d'une poignée de secondes. À chaque fois qu'Alice l'observait, il répondait d'un sourire et pointait Émile du menton pour détourner son regard préoccupé. Il avait le souffle court, voulait sortir, prendre l'air. Un vertige le menaçait. C'est alors que remonta des méandres de sa mémoire douloureuse le souvenir du berger vu avant-guerre. Ce tourbillon fantastique et fatal composé par Ravel ramenait à ses narines des vents fous. Ces instruments fonctionnant en roue libre, sans chef, sans baguette, avaient l'air de se souvenir d'une vie passée, normée et codifiée. Des notes échappées d'un troupeau sans chien perdu dans l'immensité du désordre lui faisaient regoûter à cette liberté qu'il avait tant aimée en compagnie d'Elzéar. Plus ça tourbillonnait dans l'air du théâtre, plus ces hauteurs boisées, ensemencées, revenaient à lui comme un appel à redevenir quelqu'un, comme une instance à se remémorer une vie perdue. Il s'était égaré avant de rencontrer ce berger. C'était un égarement choisi. Il était maître alors, désorienté sur des sentes de hasard, certes,
mais un homme, une conscience qui avait accepté la perte de repères possibles. Or, aujourd'hui, il fréquentait les ombres, subissait tout, jusqu'à cet enfant à venir. Comment dire qu'il n'en voulait pas, qu'il ne pouvait pas en avoir? C'était sûrement son double vital qui avait engrossé sa femme, pas lui, car lui était mort, son sperme s'était dévitalisé à Verdun. Alice l'avait trompé avec l'idée qu'elle s'était faite de lui. C'est magnifique, mon amour, mais je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Et les portes battantes de la loge laissèrent passer un peu de lumière sur le sourire d'Alice. Dans ce couloir feutré, Jean essayait de respirer. Il voulait des arbres et du vent, mais sur sa droite, un général d'infanterie en grande tenue expliquait à 2 sous-fifres pourquoi cette valse relevait de la plaisanterie. Pire, de la fumisterie. La valse, c'est Strauss, et la guerre, c'est l'infanterie, fulmina-t-il, avant de remarquer la présence du jeune homme qui les dévisageait. Notre conversation vous intéresse ? Jean préféra s'évaporer dans l'escalier qui menait aux commodités. Face à l'urinoir, il accompagna des yeux sa pisse qui dégringolait le long de la faïence blanche et vit la chaleur jaune de son urine faire fondre une neige poudreuse, puis un visage apparaître sous cette neige, celui d'un soldat gelé dans un linceul blanc, le nez et la bouche s'offrant maintenant à l'air libre. Un petit cri étouffé sortit de son nez. Un réflexe de recul, et il termina son jet sur le sol des toilettes, les chaussures et le bas du pantalon souillés. Au lavabo, il mouilla ses mains, s'aspergea le visage et remonta vers la loge, laissant derrière lui ce lieu désormais maudit. À peine arrivé devant la loge, il vit Émile, sûrement guidé par l'instinct, s'extirper difficilement des portes battantes pour se précipiter dans ses bras. « Félicitations, mon vieux, tu vas être papa !» Émile serra Jean de toutes ses forces, puis, comme on le fait d'un tableau, s'écarta d'une longueur de bras tendue pour voir ce que ça faisait d'être bientôt chargé d'âme. Il découvrit de grosses larmes couler depuis les yeux perdus de son ami. Pétrifié d'avoir déclenché cette mousson, il prit son camarade de trancher contre sa poitrine en ne sachant que dire. « Bon, quand vous aurez fini de vous bécoter les amoureux, vous reviendrez écouter la fin, c'est... » fit Alice, depuis un battant entrouvert. On voit bien comment est-ce que tout le temps reviennent à la fois les fantômes de la guerre, à la fois l'envie d'être au milieu de cette nature. Un petit mot peut-être avant de vous donner la parole sur l'écriture même et sur la construction, puisqu'on l'a vu, on suit donc Jean de 1913 à 1947, il y a des sauts dans le temps qui à chaque fois ne nous perdent jamais mais éclairent autrement les passages qu'on vient de lire. Comment est-ce que vous avez construit ce roman? Est-ce que c'est la façon dont on le découvre, c'est la façon dont il vous est venu? Est-ce que vous avez écrit période par période, puis redistribué les cartes au moment de l'assemblage finalement? Comment est-ce que vous avez fait ces sauts dans le temps, et pour faire en sorte, encore une fois, que ce soit totalement fluide et que ce soit une grande richesse et non pas source de confusion? Merci. J'ai écrit chronologiquement d'abord, et c'est une chronologie que j'ai déconstruite par la suite pour comment dire ça, pour être toujours en état d'éveil par rapport à ce qui s'écrit. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser qu'une chronologie respectée, ça endort, parce qu'on devient, le lecteur sait ce qui s'est passé et il progresse comme ça et on devine que le temps passe, etc., etc. Tandis que quand tout d'un coup vous passez de 1913 à 1942 et puis à 28, et puis alors évidemment après ça se calme un peu, c'est comme une oscillation qui finit par diminuer. Au début les écarts sont très grands, les va-et-vient sont très grands, et petit à petit ça se réduit un peu. Mais ça fait des chocs. Et tout d'un coup, vous voyez un personnage avec un certain statut qu'il n'avait pas avant. Et vous découvrez, par exemple, Alice, qui, après avoir fait l'amour à Jean, dans une mansarde, dit « signe les papiers du divorce de mon père, et je vais me remarier, Jean, au revoir mon amour ».
Vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi elle va se remarier, elle lui dit au revoir mon amour. On ne sait pas tout, donc ça, on est en état d'éveil, et on a la réponse évidemment peu de temps après. Mais j'aime bien cet état d'intention. Et puis ça fait de chaque chapitre presque une nouvelle en soi. Et comme ce livre est inspiré d'une nouvelle de Giono, eh bien j'aime bien que l'esprit un peu de nouvelle soit conservé dans l'écriture. Et je crois que c'est ça. Et c'est absolument passionnant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Je voulais savoir, lorsque vous avez écrit votre livre, lorsque vous avez écrit votre livre, étiez-vous concentré uniquement sur l'écriture ou meniez-vous de front votre métier d'acteur, de comédien? Et si vous meniez de front les 3 activités, comment faisiez-vous pour passer d'un personnage en peu de temps, d'un personnage à l'autre, d'autant que je comprends que vous aviez beaucoup d'antipathie pour d'empathie pour vos... Oui, excusez-moi, beaucoup d'empathie pour vos personnages. Je devrais pas dire ça, mais tant pis, on est entre nous. Mais le virus m'a vachement aidé pour ça. Le confinement m'a vraiment aidé, parce que on s'était dit avec mon éditeur Thierry Béillard, qui est là, que ce serait bien de le rendre cette fois-ci à temps, et non pas en express comme mon dernier livre, et d'avoir le temps de le préparer, etc. Et donc l'idéal était de le rendre fin décembre, janvier, il me semble. Et je me dis, mais là j'étais pris par le théâtre, par les répétitions d'une autre pièce. Et je me dis, je vais pas trouver le temps. Et là, on nous a dit, on arrête le théâtre. Et en fin octobre, ce qui était un crève-cœur, hein, vous imaginez bien. Mais l'avantage d'avoir plusieurs casquettes, c'est que, voilà, du coup, j'accompagnais les enfants à l'école. Et puis après, j'avais toute la journée pour écrire. Et j'ai adoré ce temps-là, en fait. J'ai adoré ça. D'être dégagé de tout. Et puis... j'avais le luxe aussi d'être payé, malgré l'annulation des représentations. Nous étions couverts. Que demander de plus? Voilà, j'étais... Comment? Non, il ne faut pas dire ça, parce que... Non, non. Mais je pense que comme tout, en fait, il faut transformer les choses. Enfin, on est empêché là, on essaye là, enfin... Je suis content qu'on m'autorise à écrire, d'être édité et de pouvoir être reconnu petit à petit dans ce chemin-là aussi. Et ça, c'est chouette. De même que comme acteur, je suis au théâtre, en ce moment un peu moins au cinéma, mais ça revient. Et puis, je fais des voix off aussi de documents à la télé, etc. Et puis, j'anime aussi des ateliers en primaire près de chez moi, mais voilà, multiplions les pistes. Comme disait Mémé, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Hein? Bonsoir. Je voulais revenir un petit peu sur votre écriture romanesque, d'après ce que j'en ai compris, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas lu. J'ai l'impression que ça tient beaucoup quand même au théâtre. C'est-à-dire, vous disiez que vous ne cherchiez pas le mot juste, que les personnages étaient pas forcément définis et décrits. Et j'ai l'impression qu'au théâtre, tout est justement comme ça, c'est-à-dire suggéré par rapport au cinéma, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que le théâtre vous fait écrire d'une certaine façon, en fait? Ah, je crois, oui, tout à fait. Oui, comme je le disais tout à l'heure, déjà au contact des textes qui rassurent l'enfant timide et conscient de ses problèmes en orthographe, etc. Mais de la même façon, le rythme des phrases des autres, que vous passez un temps fou. En ce moment, par exemple, j'apprends un texte de Genet qui s'appelle Le Funambule. Mais je passe un temps fou avec Genet, en fait, avec cette écriture-là, pas toute l'œuvre.
Mais j'en parlais une fois avec un professeur spécialiste de Shakespeare, et je dis, moi j'ai le sentiment, quand je joue Hamlet, je pense que personne au monde n'a passé autant de temps que moi avec Hamlet, en fait. Même un prof de littérature anglaise. Parce qu'un prof de littérature anglaise, il va brasser plein d'auteurs. Mais tout ce temps passé, jour après jour, à vous faire rentrer ce texte dans la tête, tous ces mots-là, alors ça ne veut pas dire que j'ai une connaissance plus grande, mais une intimité, oui, une intimité, un frottement plus grand à l'écriture, oui, oui, oui. C'est un compagnonnage, c'est pour ça que c'est compliqué le théâtre aussi. Quand vous jouez un auteur, vous vous embarquez pour longtemps. Avant de jouer Cyrano, j'ai mis presque 1 an à apprendre Cyrano, avant les répétitions. Plus, vous rajoutez 3 ans d'exploitation ou 4, et puis donc c'est 5 ans de ma vie de Cyrano. C'est du temps long avec l'écriture, donc ce serait anormal qu'il n'en reste pas quelque chose dans la mienne, en fait, d'être sous influence, bien sûr, mais une influence joyeuse, revendiquée, tonique, oui. Bonsoir. Vous vous emparez de ce personnage, enfin le jeu narrateur de Giono. Est-ce que vous n'étiez pas tenté de garder la première personne de la narration? Pourquoi ce basculement du jeu à Jean? Parce que je l'ai beaucoup fait dans mes précédents livres, alors qu'ils n'étaient pas des romans. Enfin, si, presque. Jacques Alaguerre était un roman, mais parce qu'il y avait un peu de fiction dans ce récit sur mon père, mais pour moi, ça a été un débat d'ailleurs avec Thierry Billard, mais je voulais sortir de cette écriture à la première personne, et pour moi, c'était rentrer chez les auteurs que d'utiliser la troisième personne du singulier. Il faisait ça. D'un coup, j'avais envie de quitter ce côté miroir, identification, quoi, par ce recul que donne cette troisième personne. Et ouais, c'était ça. Ça pouvait être tentant de le faire, mais et c'était une manière aussi de s'éloigner de la nouvelle aussi. Voilà. Parce que mon personnage, à chaque fois qu'il rencontre le berger, je ne raconte évidemment pas ce que Giono a raconté. Voilà. Je vous laisse, si vous ne la connaissez pas, y aller chez Giono. Et c'est cette nouvelle qui vous a donné foi en l'homme, c'est ce que vous écrivez dans la postface. Ah oui, moi j'aime cette idée-là qu'on peut, une vie d'être humain, donc homme en tant qu'être humain, on peut abattre un boulot incroyable quand on s'y attelle. La monotâche, faire chaque jour quelque chose. Moi, je m'amuse souvent à compter combien j'ai bu de café depuis que je suis né. Mais c'est des piscines. Vous en êtes à combien? Je me souviens plus, mais je compte beaucoup de choses comme ça. J'aime bien compter le nombre de pain, de kilos de pain qu'on peut manger sur une vie. Mais c'est démentiel. Et si au lieu de faire des conneries, si on fait des choses bien, ben on accumule, on fait des tonnes, on peut faire des tonnes de choses bien en faisant chaque jour une petite chose bien. Et c'est ce que raconte Giono, cet homme qui plante 100 glands de chêne par jour, avec sa tige en fer, un coup de talon, une gourde d'eau, et 50 ans après, il redonne la vie. C'est incroyable. Et c'est la théorie des petits pas, du colibri et tout ça, etc. Mais je crois à ça, je crois à cette multitude de petites choses. J'étais ému, moi, en visitant le palais idéal du facteur Cheval. Cet homme qui bute sur un caillou à l'âge de 40 ans, quand même, c'était pas non plus à 15 ans qu'il a fait ça. À 40 ans, il commence à faire ça. Et il ramasse des cailloux.
Et ça tournait à l'époque, c'était 30 km à pied. Et puis il a fini par prendre une brouette parce que ça a commencé à faire lourd dans la gibecière. Et il a fait ce palais-là. Et moi, ça me bouleverse. Et je pense qu'on doit s'en inspirer de ça. On doit non seulement le respecter, mais s'en inspirer, évidemment. Et c'est ça que je voulais... C'est ça qui m'a... Ouais, c'est en ce sens-là, je dis que ça me rend optimiste, ça me réconcilie avec le genre humain. Oui. J'aime bien les traces des outils, des vieux outils, les traces qu'ont laissé les mains, qu'ont laissé même sur une truelle, il faut lire les truelles. Mais oui, mon père ne voulait pas me donner ses truelles pour jouer au bac à sable. Il me dit, mais parce qu'il y a un tranchant, il y a une façon de l'apprendre. Et puis c'est à moi, et puis c'est des années de chantier. Et on peut comprendre ça. J'aime bien l'usure qui témoigne de toute une vie au service de quelque chose. Et Brel disait ça d'ailleurs dans la fameuse radioscopie avec Jacques Chancel. Et il lui donnait il lui disait mais le talent c'est un don. Alors il dit non. Alors déjà ça m'a plu parce que quand on a 15 ans et qu'on voudrait faire du théâtre, on n'est pas sûr d'avoir un don. Donc quelqu'un comme Brel dit non c'est pas un don. Ah tant mieux. Eh ben il dit c'est tout. Alors il dit d'abord c'est avoir mal aux autres, une expression que j'aime bien. Et après il me dit c'est toute une vie à user au service de quelque chose. Toute une vie à user. Ben oui. Et je crois à ça. Je crois totalement à ça. J'ai encore vu récemment, enfin pas si récemment que ça, Michel Bouquet qui me dit j'apprends toujours Molière, j'apprends toujours, je relis Molière. Et c'est ce qu'il fait, hein. Enfin un peu moins maintenant, mais il relit tous les jours ce qu'il doit jouer le soir. Il le relit et il dit j'apprends. 92 ans et tout, c'est extraordinaire. Et je crois à ça. On le vit dans les tournées théâtrales, on joue pendant 6 mois un spectacle, on s'arrête 6 mois, on le reprend après, puis tout d'un coup on se dit mais pourquoi jouer ça comme ça? C'est plus simple comme ça, et puis c'est mieux. Ah bah oui, et puis tout d'un coup, ping, c'est des petits détails parfois, des choses comme ça, mais ça s'améliore, ça se peaufine, ça se... Ouais, je fais des digressions un peu, mais retenez-moi. Hein, mais c'est un peu ça, j'aime ces marques du temps et l'usure, notre usure à faire des choses, et l'énormité que ça peut devenir, en fait. Voilà. Je crois qu'un être humain peut faire des choses absolument admirables. Et n'importe quel être humain. N'importe lequel. Quelle belle conclusion. N'importe quel être humain peut faire des choses formidables. Merci beaucoup, Merci. Philippe Torreton. Une certaine raison de vivre.